Aubigny, durant l'Antiquité, eh ben c'est pas grand-chose, hein. C'est une immense forêt, la forêt des Carnutes. Oui, à l'époque, Aubigny est à la frontière entre deux territoires appartenant à deux des plus importantes tribus gauloises de l'Antiquité, au nord les Carnutes et au sud les Bituriges. Mais attention les enfants, hein, la forêt des Carnutes, c'est pas de la quiche, hein. La forêt sacrée des Carnutes, ça vous rappelle rien? Dans Astérix et la Serpe d'Or, c'est l'endroit le plus important de la Gaule, là où chaque année, les druides venus de la Gaule entière venaient discuter pour parler religion, philosophie, mais aussi politique. C'est même dans cette forêt, selon Jules César lui-même, qu'il y avait l'omphalos sacré des Gaulois, c'est-à-dire les pierres les plus divinisées, les plus précieuses. Il y en a du côté de Saint-Gondon, mais ici aussi, du côté de Lyon-en-Sullias, avec derrière moi, la pierre grenouille, la pierre des Gaulois, la pierre des Froggies, très importante, très sacrée pour les Gaulois durant l'Antiquité. Non, pour qu'Aubigny entre dans l'histoire, il va falloir attendre non pas des druides, mais des moines de Léré, et plus précisément de Saint-Martin de Léré. Alors, Saint-Martin de Léré, en gros, hein, c'était une dépendance de Saint-Martin de Tours. Et leur grand moment, c'est quand ils ont accueilli les reliques du grand saint et évangélisateur de la Gaule, hein, saint du IVe siècle, au moment des invasions normandes. Mais ça, c'est une autre histoire. Restons concentrés sur Aubigny. Donc, nos moines de Saint-Martin de Léré, ils possèdent les terres d'Aubigny. Et c'est eux qui vont développer le terrain. Venez voir, c'est par là. Et c'est eux qui, petit à petit, vont défricher la forêt, ils vont installer un oratoire, puis une chapelle, puis une église. Et voilà pourquoi, tout naturellement, la sublime église gothique d'Aubigny-sur-Ner, hein, qui date en grande partie du XIIIe siècle et que vous avez derrière moi, eh bien, elle est dédiée, évidemment, au saint patron évangélisateur de la Gaule, Saint-Martin. Saint-Martin, ici, à Aubigny. Ah, les remparts d'Aubigny, qui font tout le charme de cette petite ville médiévale aujourd'hui parce qu'ils sont encore bien visibles. Ils font tout le tour de la ville et ils sont vraiment charmants, vraiment délicieux. Mais attention, hein, à l'époque, ils témoignent d'une situation critique pour les moines d'Aubigny. Et oui, au XIIe siècle, on est en pleine féodalité avec un chaos. Hein, avec des petits seigneurs qui se font la guerre pour des petits bouts de territoire et ils n'hésitent pas à venir jusque dans le village d'Aubigny menacer les possessions de nos moines. Donc il y a un moment, les moines, ils vont en avoir marre et ils vont décider d'aller demander de l'aide à des seigneurs plus puissants, hein, notamment plus puissants que les voisins envahissants, les Sully. Ils vont aller voir les rois de France. Ça va commencer sous Louis VII, puis ensuite avec Philippe Auguste. Où Philippe Auguste il va dire « Ok, je viens vous aider, hein, je vais virer les seigneurs qui vous gênent, mais votre village, il me plaît bien, et bien finalement, je vais me le goinfrer, hein, je vais me le farcir, je vais me le prendre. Donc, bye bye les moines, et bienvenue sire, Aubigny va intégrer la couronne de France à la fin du XIIe siècle. Et c'est de cette époque que datent ces magnifiques vestiges des remparts de la fin du XIIe siècle d'Aubigny. D'ailleurs, ils datent de Philippe Auguste, c'est comme le port Salut, c'est écrit dessus, Philippe Auguste. Aubigny, au Moyen-Âge, c'est une autre calamité, la guerre de 100 ans. Eh oui, après les guerres entre des petits seigneurs locaux pour des petits territoires, bienvenue au Moyen-Âge moderne avec des guerres à l'échelle européenne entre des royaumes, le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Et là, je peux vous dire que la France, elle va se prendre au début de la guerre de 100 ans, dégelée sur dégelée. Alors, il va y avoir une petite accalmie hein, dans la seconde partie du XIVe siècle, grâce à Charles V, grâce aussi à son frère, hein, Jean le duc de Berry. Et le Berry, c'est un peu comme les remparts d'Aubigny. Ça va devenir le dernier rempart, le dernier refuge pour Charles VII, le dauphin, le petit roi de Bourges, comme on l'appelait. Et c'est là que va entrer en scène un pays
qui va entretenir des liens puissants et profonds avec la France, j'ai nommé l'Écosse. Et oui, mesdames et messieurs, l'Écosse, c'est un pays qui depuis 1000 ans rêve de plus de liberté, de plus d'indépendance vis-à-vis de son puissant voisin anglais. Donc du coup, très tôt, l'Écosse et la France vont s'entretenir militairement avec un traité 1295, la Old Alliance, pour s'aider militairement mutuellement en cas de conflit avec le voisin gênant anglais. Et on sait combien la France et l'Angleterre ont été en conflit. Eh bien, ce traité de la Old Alliance va nous être très utile pendant la guerre de 100 ans. Et oui, comme on s'est pris dégelé sur dégelé, surtout dans la première partie du XVe siècle, je vais pas vous rappeler Azincourt en 1415, où toute la chevalerie française se fait décimer, la France est vaincue, elle a les deux genoux à terre, et par un mariage, eh bien la couronne de France est promise aux héritiers anglais. C'est terrible, la France va devenir anglaise. Et là, il y a le De Gaulle de l'époque, qui est le dauphin, il s'appelle le futur Charles VII, il dit « Ah non, 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 il n'est pas question que la France devienne anglaise. Moi, je vais résister. » Et ouais, d'accord, tu résistes, mais t'as pas d'armée, t'as pas d'hommes, t'as pas de puissance, t'es par terre, quoi. Toute la chevalerie a été défoncée dans la terre d'Azincourt, donc comment tu vas faire? Eh bien, c'est là que la Old Alliance va fonctionner. Les Écossais vont nous venir en aide. Jean Stuart, il va débarquer et il va participer à la bataille de Baugé en 1421 et ça va marquer la Renaissance. La France va se redresser et ensuite avec Jeanne d'Arc, mais ça c'est une autre histoire, elle va triompher et les Anglais vont être foutus dehors. Donc tout va bien maintenant, on est très amis avec les Anglais, hein, on les salue. Salut Charles, j'espère que tu vas venir aux fêtes franco-écossaises. Mais bon, bref, voilà. Donc la France va gagner. Mais du coup, les Écossais, faut les récompenser. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour récompenser quelqu'un quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de sous? Eh oui, la France, elle est exsangue, elle a plus d'argent, donc le roi Charles VII, il doit donner ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il a des terres, ici notamment, hein, dans le Haut-Berry, et il a Aubigny. Et il va offrir en 1423 la terre d'Aubigny à Jean Stuart. Et voici Aubigny, qui pendant 250 ans, va devenir écossaise. Hi, now this is Scotland. Aubigny, durant la Renaissance, c'est un terrible incendie qui va ravager la ville le 11 juillet 1512. Un feu qui est parti depuis le four Banal, qui était situé au niveau de la route d'Argent-sur-Sauldre et qui va complètement dévorer la ville. Les habitants, alors que le petit bourg était commerçant, florissant, sont effondrés. Mais à ce moment-là, le seigneur d'Aubigny-sur-Ner, alias Robert Stuart, va mettre à disposition des habitants d'Aubigny ses forêts. Et oui, ici depuis toujours, on est dans les forêts. Donc il avait 5 forêts et il va les mettre à disposition pour que Aubigny puisse renaître. Il va falloir 3 forêts pour reconstruire la ville et en 2 générations, eh bien, Aubigny va retrouver son prestige et son lustre. Et c'est ce qui donne aujourd'hui d'ailleurs encore à Aubigny son petit côté homogène. Quand vous êtes dans la grande rue, hein, ici derrière moi, vous avez la sensation vraiment d'être dans la première partie du XVIe siècle puisque les maisons ont été reconstruites à ce moment-là et il y a un côté vraiment cohérent. On a la sensation d'être encore au XVIe siècle. Et c'est aussi de cette époque, donc juste après l'incendie, que date le nouveau château des Stuarts que vous avez derrière moi, qui est magnifique, hein, typique des châteaux de la Renaissance, hein, on se croirait sur les bords de Loire. Enfin, la Loire d'ailleurs, elle est pas loin d'ici, hein. Allez, comme bon. Alors, grâce aux Stuarts, mais aussi grâce à Colbert, quand Aubigny va redevenir française sous Louis XIV, eh bien la ville va retrouver une activité commerçante florissante autour d'une spécialité qui va faire la renommée d'Aubigny jusqu'à tard, hein, au XIXe siècle, jusque pendant la période contemporaine, c'est l'activité drapière, le textile. Et pour moi, cette activité florissante, eh bien, ce qui a permis qu'elle rayonne encore plus, c'est évidemment, à l'époque contemporaine, l'arrivée du chemin de fer, mais aussi, et ce, dès le XVIIIe siècle, l'amélioration des routes, avec la création de notre mythique nationale 140, cette grande ligne droite là qui sur plus de 60 km relie Gien à Bourges, hein, en passant par Aubigny. Ça évidemment, c'est bon pour le commerce et pour la diffusion des marchandises. Mais pour moi, le souvenir le plus émouvant de cette période de renommée et de richesse pour Aubigny autour de l'activité drapière, eh bien, il est derrière moi, avec la maison du Pont des Foulons.
cette maison du Pont des Foulons qui, comme son nom l'indique, servait aux foulons pour fouler du pied dans la nerf les fibres pour préparer les tissus, les draps. Et bien cette maison, elle est derrière moi, elle est magnifique et elle est vraiment émouvante parce que c'est la seule qui a échappé à l'incendie de 1512. C'est la plus vieille maison d'Aubigny, elle est magnifique, la maison du Pont des Foulons. On est au tout début du XVIe siècle. Aubigny, à l'époque moderne, c'est la fin de la période écossaise, lorsque le dernier descendant des Stuarts meurt sans héritier en 1672, loin de son château de la Verrerie, que vous avez derrière moi. Regardez comme il est beau. Ce château, c'était la propriété champêtre de nos Stuarts. C'était leur relais de chasse, c'est dire leur richesse, leur opulence. Et bien à partir de 1670, tout ça c'est fini, et Aubigny ainsi que ses terres retournent à la couronne de France. Il n'y a pas moyen de parler d'Aubigny-sur-Ner sans parler d'un personnage passionnant de l'histoire de France, une femme fatale, une aventurière, une espionne aussi belle qu'énigmatique, j'ai nommé Louise de Keroualle. Alors, pour la faire courte, Louise de Keroualle, en gros, c'est une petite noble de Bretagne, comme son nom l'indique, qui va être demoiselle d'honneur de la sœur du roi d'Angleterre, Charles II, un Stuart. Elle était sublime, elle était très très belle et elle va taper dans l'œil du roi d'Angleterre. Et ça, Louis XIV, il l'a bien remarqué. Donc il va l'envoyer en Angleterre, au plus près du roi, pour récolter des petits secrets d'alcôve, des informations, d'où sa réputation d'espionne. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été la maîtresse de Charles II. Ils vont avoir un enfant et notre Charles II, roi d'Angleterre, va demander à Louis XIV, ah bah écoute, je suis, moi, indirectement un descendant des Stuarts, donc du château de la Verrerie et d'Aubigny. Est-ce que tu donnerais pas les terres d'Aubigny à Louise de Keroualle pour qu'elle puisse avoir un petit viatique quand je serai plus là? Et du coup, quand il va mourir en 1685, un peu à contre-cœur d'ailleurs, Louis XIV va donner à Louise de Keroualle, dont le fils était indirectement un héritier des Stuarts, on va dire par l'escalier de service, eh bien, elle va récupérer Aubigny et le château de la Verrerie. Elle ira souvent, et elle ira aussi souvent à Aubigny. Il faut dire qu'elle va vivre très longtemps, jusqu'à 85 ans. Elle ne mourra qu'en 1734, et elle va améliorer elle aussi, elle va embellir notre belle terre d'Aubigny. Ah bah c'est sûr que Aubigny, à l'époque contemporaine, avec la Nationale 140 qui file en ligne droite sur plus de 60 km de Gien jusqu'à Bourges en passant par Aubigny, c'était bon pour le commerce. Aubigny aujourd'hui, c'est une ville qui a réussi à faire de son passé une force pour son avenir. Quelle histoire, quel patrimoine ici, où chaque année, lors des fêtes franco-écossaises, un magnifique chardon d'Écosse vient fleurir parmi les lys de France.